C'était un après-midi froid de novembre à Paris, et les rues du Marais avaient cette odeur particulière d'automne, qui mêle feuilles mouillées, café frais et le parfum discret des boulangeries qui commençaient à fermer. Les trottoirs de pierre irrégulière brillaient légèrement sous la bruine fine qui tombait depuis le milieu de l'après-midi, et les passants marchèrent vite, manteaux fermés et regards rivés au sol, comme le font les Parisiens quand le froid s'installe vraiment. Personne ne prêtait attention au garçon. Il était assis sur les marches d'une entrée d'immeuble rue de Bretagne, avec une guitare entre les mains qui semblait avoir vécu plus longtemps que lui. L'instrument était ébréché sur le bord inférieur, avec 2 chevilles cassées remplacées par des bouts de fil de fer tordus, et le bois avait cette couleur délavée de ce qui a passé des années exposé aux intempéries sans aucun soin. Mais le garçon le tenait avec une délicatesse qui contrastait totalement avec la rudesse de l'instrument, comme s'il savait que c'était fragile d'une façon qui allait bien au-delà du bois et des cordes. Il avait 11 ans. Il s'appelait Mathieu. Mathieu Lefebvre avait passé les 3 derniers mois à dormir là où il pouvait, depuis que sa mère avait été hospitalisée en septembre pour une crise grave, que les médecins appelaient épuisement extrême, mais qu'il savait être quelque chose de bien plus profond et de bien plus sombre. Il n'y avait pas de père présent, pas de famille proche à Paris, et les services sociaux étaient encore en train de traiter son dossier avec la lenteur bureaucratique qui broie les enfants dans ses rouages sans intention malveillante apparente. Il s'était enfui du centre d'accueil temporaire la 2e semaine parce qu'un garçon plus âgé lui avait volé ses chaussures une nuit et que personne n'avait rien fait. La guitare avait appartenu à sa mère. C'était la seule chose qu'il avait réussi à sauver de la chambre qu'ils avaient trop perdue quand ils avaient cessé de payer le loyer. Il l'avait cachée sous le lit 2 jours avant l'expulsion, pressentant ce qui allait arriver avec cette intuition aiguisée que développent trop tôt les enfants qui grandissent dans l'incertitude. Quand ils étaient partis avec une valise et rien d'autre, il portait la guitare sur son dos, et sa mère l'avait regardé avec ce mélange de culpabilité et d'amour qu'il revoyait encore chaque fois qu'il fermait les yeux. Sa mère lui avait appris à jouer avant de tomber malade. Pas de manière formelle, pas avec des méthodes ni des partitions, mais comme on enseigne ce qu'on aime, en posant les doigts aux bons endroits et en disant simplement « joue, sens, laisse sortir ce qu'il y a en toi ». Elle aimait particulièrement une vieille chanson, une qu'elle disait avoir entendue pour la première fois avant sa naissance, un après-midi d'été dans un appartement sans climatisation au 10e étage d'un immeuble à Belleville. La chanson était « Je t'aime ». Moi non plus. Elle ne lui avait pas expliqué en détail ce que signifiaient les paroles, parce qu'il était trop petit. Mais elle lui avait dit que c'était une chanson sur le fait de vouloir quelqu'un qu'on ne peut pas avoir complètement, sur l'amour qui existe dans un espace impossible entre 2 personnes. Il ne comprenait pas tout, mais il comprenait assez pour sentir que cette mélodie portait quelque chose de vrai, quelque chose qui faisait mal d'une bonne manière, comme font mal les choses qui comptent. Cet après-midi-là, rue de Bretagne, Mathieu fredonnait la mélodie tout bas, presque inaudible, les yeux fermés et les doigts parcourant les cordes de mémoire. Il ne demandait pas l'aumône, il ne se produisait pour personne. Il existait simplement avec la musique, de la seule manière qu'il savait exister quand tout autour semblait s'effondrer. Serge Gainsbourg passait rue de Bretagne par pur hasard. Il était sorti de chez lui rue de Verneuil, à Saint-Germain, parce qu'il avait besoin de gitane, et parce que l'appartement était étouffant cet après-midi-là, rempli de fumée accumulée et de cette tension silencieuse qui s'installait parfois sans prévenir. Il avait marché plus qu'il ne l'avait prévu, comme il le faisait quand sa tête était trop bruyante, suivant un trajet sans destination précise qui l'avait conduit jusqu'au Marais. Il avait 50 ans ce novembre 1978, et portait sur le visage et dans le corps les marques d'une vie vécue avec une intensité qui ne faisait aucune concession. Les yeux creux sous les sourcils épais, la cigarette éternelle entre les doigts, le blouson de cuir noir qui était presque une extension de sa peau. Il était reconnaissable pour qui voulait regarder, mais les gens du Marais cet après-midi froid ne regardaient rien d'autre que leur propre chemin. Il s'arrêta. Ce ne fut pas une décision consciente, ce fut ce que fit la musique avec lui. Cette mélodie, sa mélodie, sortant de la bouche d'un enfant assis sur des marches de pierre humide, avec une guitare qui semblait avoir survécu à une guerre. Gainsbourg resta immobile sur le trottoir, la cigarette oubliée entre les doigts, écoutant. Ce qui l'arrêta ne fut pas la reconnaissance immédiate de la chanson, bien que cela se soit produit dans les premières secondes. Ce qui le paralysa fut la manière dont le garçon chantait. Il n'y avait aucune intention de performance, aucune conscience d'un public, aucune affectation. C'était la voix de quelqu'un qui chantait parce qu'il ne savait rien faire d'autre à cet instant, parce que la musique était le seul endroit sûr disponible. Gainsbourg connaissait ce besoin mieux que quiconque. Il resta immobile peut-être 2 minutes entières, à écouter, avant que Mathieu n'ouvre les yeux et ne le voie. Le garçon se recroquevilla immédiatement,
ce réflexe automatique de qui a appris que se faire remarquer en situation de vulnérabilité apporte rarement du bon. Il arrêta de jouer, serra la guitare contre sa poitrine et dit d'une voix qui essayait de paraître plus âgée qu'elle ne l'était. « Pardon, monsieur, je dérangeais personne. » Gainsbourg tira une longue bouffée sur sa cigarette et resta à regarder le garçon avec une expression que Mathieu ne parvint pas à déchiffrer tout de suite. Ce n'était ni de la pitié, ni de l'agacement, ni le regard vide que la plupart des adultes utilisaient quand ils le voyaient. C'était quelque chose que le garçon ne reconnaîtrait que bien plus tard comme une attention véritable, la chose la plus rare qui existe. « Tu ne dérangeais personne », dit Gainsbourg de cette voix rauque et basse qui semblait venir de très loin. « Tu jouais, je t'aime. » Ce n'était pas une question. Mathieu hocha lentement la tête, sans lâcher la guitare. « Oui, monsieur, c'était à ma mère, la chanson. » Gainsbourg regarda le garçon plus attentivement maintenant, remarquant ce qui lui avait échappé au premier regard. Les chaussures trop usées pour le froid, le petit sac à dos trop petit pour contenir tout ce que quelqu'un possède, la manière dont il était assis sur les marches, non pas comme quelqu'un qui se repose, mais comme quelqu'un qui n'a nulle part ailleurs où s'asseoir. « C'est ta mère qui t'a appris ?» demanda-t-il, s'asseyant sur la marche à côté de Mathieu avec la naturalité de qui ne considère même pas une seconde que cela puisse être étrange. Mathieu le regarda avec surprise, parce que les adultes ne s'assoient pas sur des marches humides à côté d'enfants inconnus. « Oui, » répondit-il. Elle aimait beaucoup cette chanson. Elle disait que c'était sur aimer quelqu'un depuis un endroit impossible. Gainsbourg resta silencieux un instant. Il y avait dans cette description, dans cette interprétation à la fois enfantine et précise, quelque chose qui le toucha d'une manière qu'il n'attendait pas. « C'est exactement ça, » dit-il enfin, à voix basse. « C'est exactement sur ça. » Mathieu regarda cet homme étrange assis à côté de lui rue de Bretagne, et comprit qu'il semblait connaître la chanson d'une façon différente, plus profonde, comme s'il avait avec elle une relation personnelle, qui allait bien au-delà du simple fait de l'avoir entendue. « Comment monsieur connaît cette chanson ?» demanda-t-il avec la curiosité directe que les enfants ont avant d'apprendre la prudence. Gainsbourg écrasa sa cigarette sur la marche à côté de lui et l'espace d'un instant sembla réfléchir à la manière de répondre. Puis il dit, simplement, « C'est moi qui l'ai écrite. » Le silence qui suivit dura plusieurs secondes. Mathieu regarda cet homme avec les yeux écarquillés, faisant le lien avec la lenteur prudente de qui veut être sûr avant de croire. Son visage fut traversé par une série d'émotions que Gainsbourg observa en silence. L'incrédulité, la reconnaissance progressive des traits, la confirmation, et puis quelque chose qui n'était pas exactement de la joie, mais qui s'en approchait, une sorte d'émerveillement respectueux. « Vous êtes Serge Gainsbourg », dit Mathieu, pas comme une question, mais comme une découverte. Gainsbourg hocha légèrement la tête. Mathieu ne cria pas, ne sauta pas, ne fit aucune des choses qu'un adulte aurait faites dans cette situation. Il resta à le regarder avec une gravité qui semblait trop vieille pour 11 ans et dit « Ma mère va être contente quand je vais lui raconter. » Et puis quelque chose changea légèrement sur le visage du garçon, une ombre rapide que Gainsbourg perçut parce qu'il regardait attentivement. « Si je peux lui raconter » ajouta Mathieu à voix basse. Gainsbourg ne demanda pas tout de suite. Il alluma une autre cigarette, regarda la rue un moment et attendit. Parfois, la façon de faire parler quelqu'un est de ne pas lui demander de parler. « Elle est à l'hôpital », dit Mathieu au bout d'un moment. « Ça fait 3 mois. Je sais pas quand elle sort, et tant qu'elle sort pas, j'ai nulle part où aller. Au centre d'accueil, on m'a volé mes chaussures, et je suis parti. La guitare, c'était à elle, et je l'ai gardée parce que c'était la seule chose qui restait vraiment. » Il dit tout cela d'une voix qui ne demandait rien, qui n'avait pas l'intonation de qui attend du réconfort ou une solution. C'était la voix de qui rapporte simplement les faits, parce que quelqu'un a enfin posé la question. Gainsbourg resta silencieux un long moment. Puis il demanda, d'une voix calme. « Depuis combien de temps tu dors pas dans un endroit fixe ?»« 3 mois, » répondit Mathieu. « Mais je connais les bons endroits. Il y a un couloir dans le métro Bastille qui est chaud et où personne me dérange si je reste contre le mur du côté droit. » Gainsbourg regarda le garçon pendant quelques secondes sans rien dire. Puis il se leva, mit les mains dans les poches de son blouson de cuir et dit « Je connais un endroit pas loin d'ici où ils font la meilleure soupe à l'oignon de Paris. Tu veux venir ?» Mathieu le regarda avec cette méfiance que la rue construit chez tout le monde, enfant ou adulte. Mais il y avait dans cette voix rauque, dans cette manière directe sans être agressive, une sorte de solidité difficile à feindre. Il se leva, ajusta la guitare sur son dos et dit « Oui, monsieur. » Ils marchèrent 2 pâtés de maison, en silence, jusqu'à un petit bistrot jauni à l'intérieur, avec des tables en bois sombre et un barman qui salua Gainsbourg d'un signe de tête sans poser de questions.
Ils s'assirent à une table au fond, loin de la fenêtre, et Gainsbourg commanda la soupe, un croque-monsieur et un chocolat chaud sans demander ce que voulait le garçon, comme s'il savait instinctivement que Mathieu n'était pas habitué à passer commande. Quand la nourriture arriva, Mathieu mangea avec l'attention contenue de qui a vraiment faim mais ne veut pas montrer de désordre. Gainsbourg fuma, but un café et observa en silence, sans poser de questions inutiles. Quand le garçon eut fini, Gainsbourg regarda la guitare posée contre la chaise à côté et dit « Tu joues bien, mieux qu'on pourrait l'attendre de quelqu'un qui a appris sans professeur. »« Ma mère était mon professeur, » répondit Mathieu avec une dignité simple. Gainsbourg hocha la tête. « Qu'est-ce que tu joues d'autre » Mathieu réfléchit. Quelques autres chansons à elle. La javanaise. Aussi jolie. Quelques-unes qu'elle avait inventées et qui n'ont pas de nom. Gainsbourg resta silencieux un moment avec ce regard difficile à lire, qui pouvait être beaucoup de choses à la fois. Puis il dit « Ton talent est réel, petit. Ce n'est pas quelque chose qu'on fabrique. C'est quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas. Et toi, tu l'as. » Mathieu le regarda sans savoir quoi répondre. Gainsbourg continua de cette voix directe, qui n'enjolivait pas les choses. « J'ai un ami qui travaille dans un programme de musique pour jeunes dans le 11e arrondissement. Ce n'est pas une école formelle, c'est un endroit où les enfants apprennent à jouer avec de vrais musiciens. Gratuit, sérieux et bien tenu par des gens qui ne sont pas là pour l'argent. Demain matin, je l'appelle. » Mathieu le regarda. « Pourquoi vous faites ça ?» Gainsbourg écrasa sa cigarette. « Parce que moi aussi j'ai été pauvre. J'ai grandi dans un quartier où la culture était un mot que les autres avaient. La musique m'a donné une façon d'exister qu'aucune autre chose n'aurait pu me donner. Quand quelqu'un arrive avec ce que tu avais sur cette marche tout à l'heure, cette chose qu'on n'enseigne pas, qui existe seulement parce qu'elle existe, on ne peut pas passer son chemin. » Mathieu resta un moment à regarder la table. Puis il demanda, de cette voix qui ne demandait pas mais avait besoin. « Et ce soir ?»« Ce soir, il y a une chambre au fond de chez moi qui ne sert à rien. » répondit Gainsbourg avec la même naturalité avec laquelle il s'était assis sur la marche mouillée. « Tu vas dormir là, prendre une douche, laver tes vêtements. Demain, on règle le reste. » Le lendemain, Gainsbourg appela son ami Henri Marceau, qui dirigeait l'atelier sonore Boulevard Voltaire. 2 jours plus tard, Mathieu avait une place assurée dans le programme, 3 après-midi par semaine, avec un professeur de guitare qui s'appelait Alain et qui, à la première leçon, resta à regarder le garçon jouer avec une expression mêlant surprise et quelque chose qui ressemblait à de la responsabilité. Gainsbourg contacta aussi l'assistante sociale chargée du dossier de Mathieu et, avec ce mélange particulier de charme et d'insistance qui était sa marque, fit en sorte que le processus bureaucratique bloqué depuis des semaines se mette enfin en mouvement. 3 semaines plus tard, Mathieu fut placé dans une famille d'accueil temporaire à 15 minutes de l'hôpital, où sa mère était internée, ce qui lui permettait de lui rendre visite tous les mercredis et tous les samedis. Lors de la première visite après son installation, Mathieu apporta la guitare. Il s'assit au bord du lit de sa mère, qui était plus pâle que dans son souvenir, mais dont les yeux s'illuminèrent quand elle le vit entrer. Et il joua. « Je t'aime. » Moi non plus du début à la fin, les yeux fermés, comme elle le lui avait appris. Quand il ouvrit les yeux, sa mère pleurait en silence, avec un sourire qu'il reconnaissait comme le vrai sourire, celui qu'elle gardait seulement pour les choses qui comptaient vraiment. Elle dit, d'une voix faible mais ferme, « Tu as gardé la musique, mon petit. Malgré tout, tu as gardé la musique. » 2 ans plus tard, un samedi de printemps, Mathieu Lefebvre joua dans un petit concert à l'atelier sonore, devant les parents et amis des élèves. Il avait 13 ans et joua 3 morceaux, le dernier étant « Je t'aime », moi non plus, dans une version instrumentale qu'il avait lui-même arrangée avec l'aide du professeur Alain. Gainsbourg n'était pas dans le public, parce qu'il n'était pas le genre de personne à se montrer au concert d'enfants avec une bonne conscience visible. Mais Henri Marceau lui raconta le concert cette semaine-là, et Gainsbourg écouta en silence, fumant, avec cette expression fermée qui pouvait signifier l'indifférence ou beaucoup d'autres choses. Quand Henri eut fini de raconter, Gainsbourg dit seulement « Bien », et il changea de sujet. Mais cette nuit-là, seul dans l'appartement de la rue de Verneuil, il joua. Je t'aime sur une vieille guitare qui était appuyée contre un mur depuis des mois. Il la joua du début à la fin, en silence, sans que personne n'entende. L'histoire de Mathieu et de Gainsbourg nous enseigne que les rencontres qui changent des vies ne se produisent pas dans des endroits préparés pour cela. Elles se produisent sur des marches humides un après-midi froid de novembre, entre un garçon qui chante pour ne pas se perdre et un homme qui écoute parce qu'il reconnaît, dans une note, tout ce qu'il a déjà été. La vraie grandeur n'annonce pas son arrivée. Elle s'arrête simplement sur le trottoir quand tout le monde passe à côté.